Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un mot de remerciement à Alec Desbordes et à la section du 9e qui nous accueille aujourd'hui. C'est un retour qu'après presque 2 ans d'absence de Socialisme en débat, une absence qui s'expliquera les plus simplement du monde. Nous étions tous, je crois, dans une belle et grande campagne, d'abord pour les présidentielles et ensuite pour les législatives. Et on a voulu redémarrer très vite et c'est parti d'une petite discussion à quelques-uns où on s'est dit, mais après les élections, moi j'ai l'habitude de relire Que faire, disait Kevin. Et on s'était dit, c'est une bonne lecture, et c'est une bonne lecture qui nous ramène à la situation présente. Et on s'est dit, pourquoi pas organiser un atelier débat pour confronter finalement le texte et la réalité d'aujourd'hui. Et dans un moment particulier où il y a beaucoup d'interrogations dans le parti, puisque c'est une très belle campagne, mais les résultats ont été en demi-teinte, et il y a cette montée de l'extrême droite, cette déstructuration de la vie politique française, et cette volonté du parti de compter plus et de compter mieux. Et après une séquence qui boucle un petit peu toute la période du manifeste, puisque le grand enjeu qu'on avait porté tous ensemble au manifeste, c'était de rendre le Parti communiste plus visible tout au long de la vie quotidienne, être présent à toutes les élections. On pourra un peu en rediscuter puisque ça a été un peu compliqué dans la fin de la séquence, mais surtout de réintroduire les idées du Parti communiste dans la vie courante et de rendre au parti sa place. Et cet objectif a été atteint. Et maintenant, on a besoin de se ressourcer, de réfléchir à comment avancer ensemble dans une période qui va être marquée quand même par une période d'opposition à un pouvoir réactionnaire très fort et où il va falloir s'organiser. Il n'y a plus d'élections pendant 2 ans, à moins de dissolution de l'Assemblée. Et donc, les tâches du parti ne sont plus exactement les mêmes que dans cette période qu'on vient de terminer. Et on a pris goût les uns et les autres à retrouver le contact avec la population. On a mené des campagnes, mais on a aussi eu des limites. Et donc, la question qui se pose, c'est comment maintenant aller ensemble de l'avant. Voilà, moi, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses. Rappelez que Socialisme en débat, c'est ni une plateforme, ni une tendance. C'est tout simplement des gens qui ont travaillé depuis le début au succès du manifeste, qui a une volonté d'aller à s'élargir, parce que finalement, les partisans du manifeste sont de plus en plus nombreux. Le congrès qui nous a amené là où on en est a été un congrès un petit peu compliqué au départ, puisqu'on est arrivé sur la base d'un texte alternatif. Il y a dans la salle des rédacteurs du texte alternatif en partie, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui ont envie de contribuer finalement à faire avancer ce manifeste et qui ont besoin d'une réflexion collective. On a cette discussion aussi avec Kevin de ce besoin d'échange, de débat permanent pour avoir la qualité d'une réflexion commune toujours plus forte, toujours mieux armée, être toujours plus capable de peser sur le réel. Donc, on a un peu cette référence à l'intellectuel communiste collectif de Gramsci. Voilà, c'est peut-être très ambitieux, mais l'idée, c'est que ce parti doit avoir des ambitions et il doit permettre à chacun où qu'il soit, dans une section qui fonctionne bien, dans une section qui fonctionne moins bien, en province, à Paris, quelle que soit la situation, trouver un lieu où on puisse échanger et nourrir le débat intellectuel. Voilà, un petit peu l'état d'esprit. Je pense qu'on va pouvoir laisser la parole aux intervenants en remerciant toutes et tous. Et je peux vous dire que dans la salle, c'est arrivé, voilà, on ne va plus avoir assez de chaises. Alors, il n'y avait pas beaucoup de chaises, hein, mais on est plus d'une vingtaine maintenant. Voilà, pour une soirée d'été, je trouve que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a répondu présent. Cette volonté de réfléchir, de débattre collectivement, elle s'ancre dans le parti et c'est pour nous une très bonne chose. Merci Laurent. Je vais passer la parole à l'autre Laurent. Hop là. Hop là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, Que faire, je l'ai lu pour la première fois quand j'étais plus jeune, après l'échec de la gauche ployelle en 2002. Déjà, on parlait de péril fasciste et on était là dans un contexte politique interne très différent puisqu'on était en pleine offensive, on va dire, de régression huilliste dont nous sommes à peu près sortis depuis, mais qui nous posait à la fois la question de l'action à l'intérieur, à l'extérieur, face aux adversaires. Et donc, comme on était un certain nombre de militants de tous âges d'ailleurs, à être un peu déboussolés, on s'est rabattu sur ce livre, Que faire, parce que il pose la question qu'on peut se poser à ce moment-là. Et donc, on s'est retrouvé à un certain nombre avec des expériences très différentes, et y compris des courants de réflexion assez différents, puisqu'il n'y avait pas que des militants communistes, enfin, du parti en tout cas,
à lire et à discuter ce texte. Donc, quand il m'a été proposé de faire quelque chose là-dessus, évidemment, ça m'a parlé, puisque c'est un des bouquins qui a aussi un peu structuré mon activité syndicale et la manière dont je conçois l'activité syndicale. Alors, d'entrée de jeu, je formule quelques avertissements, entre guillemets. Je ne suis pas historien, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théoricien ou quoi que ce soit. Donc, ce que je présente, c'est que ça ne vaut que pour ce que c'est-à-dire l'analyse d'un militant. L'idée, c'est justement qu'on confonde un peu les points de vue de manière à s'affûter dans la formation et dans l'analyse. Deuxième avertissement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le rôle Lénine ou que faire, évidemment, il faut recontextualiser en lisant le texte. Il y a des références et des expressions qui sont bien évidemment datées, qui sont aussi très spécifiques à la situation russe. Et notamment, l'élément qui est un peu perturbant, c'est que dans le livre Les sociodémocrates, c'est les vrais révolutionnaires de l'époque. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça peut dérouter au départ. Bon, ensuite, on comprend rapidement que justement, le contexte n'était pas le même et que les mots ne recouvrent pas les mêmes réalités entre hier et aujourd'hui. Alors, le texte, il est composé de polémiques idéologiques dont certains éléments peuvent paraître difficiles à comprendre quand on ne connaît pas les références et notamment les interlocuteurs, mais en réalité, il est super actuel. Et moi, c'est ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est les questions de fond qu'on se pose et que Lénine pose pratiquement in extenso. Quelles sont nos tâches principales? Par où commencer? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et avons-nous les forces de le faire? C'est une question qu'il pose aussi directement. Et donc, on va essayer, au travers de nos différents extraits, d'y répondre. Donc, je vais vous lire 2-3 extraits que j'ai sélectionnés. Si j'arrive à allumer mon bazar. Ces 3 extraits, c'est subjectif. Hein, c'est à la fois les extraits dans lesquels il y a le moins de références aux polémiques avec les journaux, parce que ce n'est pas forcément très, très parlant, les différents journaux révolutionnaires, et en même temps qui retracent quelques idées fortes qui me paraissent importantes. Et donc, je cite, « Les émeutes primitives exprimaient déjà un certain éveil de conscience. Les ouvriers perdaient leur foi séculaire dans l'inébranlabilité du régime qui les accablait. Ils commençaient, je ne dirais pas à comprendre, mais à sentir la nécessité d'une résistance collective. Et ils rompaient résolument avec la soumission servile aux autorités. Pourtant, c'était bien plus une manifestation de désespoir et de vengeance qu'une lutte. Les grèves d'après 1890 nous offrent bien plus d'éclairs de conscience. On formule des revendications précises, on tâche de prévoir le moment favorable, on discute certains cas et certains exemples des autres localités, etc. Si les émeutes étaient simplement la révolte de gens opprimés, les grèves systématiques étaient déjà des embryons, mais rien que des embryons, de la lutte des classes. Prises en elles-mêmes, ces grèves étaient une lutte très unioniste, mais non encore social-démocrate. Elles marquaient l'éveil de l'antagonisme entre ouvriers et patrons, mais les ouvriers n'avaient pas et ne pouvaient avoir conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts avec tout l'ordre politique et social existant, c'est-à-dire la conscience social-démocrate. Dans ce sens, les grèves d'après 1890, malgré l'immense progrès qu'elles représentent par rapport aux émeutes, demeuraient un mouvement purement spontané. Les ouvriers, avons-nous dit, ne pouvaient pas avoir encore la conscience social-démocrate. Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors de l'histoire, que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste que par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience trade unioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat, mener la lutte contre le patronat, réclamer du gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers. Fin du premier passage. Le second passage est sur une autre idée. Ensuite, je reviendrai évidemment sur l'ensemble. Je cite, « L'immense majorité des social-démocrates russes a été, ces derniers temps, presque entièrement absorbée par l'organisation de ces divulgations d'usines. Il suffit de songer à la rabotchaïamisme, alors excusez-moi pour l'accent, hein, pour voir jusqu'où allait cette absorption. On oubliait qu'au fond, cette activité n'était pas encore en elle-même social-démocrate. Les divulgations concernaient uniquement les ouvriers d'une profession donnée avec leur patron et n'avaient d'autre résultat que d'apprendre à ceux
qui vendaient leurs forces de travail à vendre plus avantageusement cette marchandise et à lutter contre l'acheteur sur le terrain d'une transaction purement commerciale. Ces divulgations, à condition d'être convenablement utilisées par l'organisation des révolutionnaires, pouvaient servir de point de départ et d'éléments constitutifs de l'action social-démocrate. Mais elles pouvaient aussi, et elles devaient, si on s'inclinait devant la spontanéité, aboutir à une lutte uniquement professionnelle et à un mouvement ouvrier non social-démocrate. La social-démocratie dirige la lutte de la classe ouvrière, non seulement pour obtenir des conditions avantageuses dans la vente de la force de travail, mais aussi pour la suppression de l'ordre social qui oblige les non-possédants à se vendre aux riches. La social-démocratie représente la classe ouvrière dans ses rapports non seulement avec un groupe donné d'employeurs, mais aussi avec toutes les classes de la société contemporaine, avec l'État comme force politique organisée. Il s'ensuit donc que non seulement les social-démocrates ne peuvent se limiter à une lutte économique, mais qu'ils ne peuvent admettre que l'organisation des divulgations économiques constitue le plus clair de leur activité. Nous devons entreprendre activement l'éducation politique de la classe ouvrière, travailler à développer sa conscience politique. Et le troisième extrait, considérez le type de cercle social-démocrate le plus répandu depuis quelques années et voyez-le à l'œuvre. Il a des liaisons avec les ouvriers et s'en tient là, éditant des feuilles volantes où il flagelle les abus dans les usines, le parti pris du gouvernement pour les capitalistes et les violences de la police. Dans les réunions avec les ouvriers, c'est sur ces sujets que roule ordinairement la conversation. Elle ne sort presque pas de là. Les conférences et causeries sur l'histoire du mouvement révolutionnaire, sur la politique intérieure et extérieure de notre gouvernement, sur l'évolution économique de la Russie et de l'Europe, sur la situation de telle ou telle classe dans la société contemporaine, sont d'une extrême rareté et personne ne songe à nouer et à développer systématiquement des relations au sein des autres classes de la société. À dire vrai, l'idéal du militant, pour les membres d'un pareil cercle, se rapproche la plupart du temps beaucoup plus du secrétaire de trait d'union que du chef politique socialiste. En effet, le secrétaire d'une trade union anglaise, par exemple, aide constamment les ouvriers à mener la lutte économique. Il organise les révélations sur la vie de l'usine, explique l'injustice des lois et dispositions entravant la liberté de la grève, la liberté de piquetage, pour prévenir tous et chacun qu'il y a grève dans une usine donnée. Il montre le parti pris de l'arbitre, qui appartient aux classes bourgeoises, etc., etc. En un mot, tout secrétaire de trait d'union mène et aide à mener la lutte économique contre le patronat et le gouvernement. Et l'on ne saurait trop insister que ce n'est pas encore là du social-démocratisme, que le social-démocrate ne doit pas avoir pour idéal le secrétaire de trait d'union, mais plutôt le tribun populaire, sachant réagir contre toute manifestation d'arbitraire et d'oppression, où qu'elle se produise, quelle que soit la classe ou la couche sociale qui est à en souffrir, sachant généraliser tous ces faits pour en composer un tableau complet de la violence policière et de l'exploitation capitaliste, sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes et ses revendications démocratiques pour expliquer à tous et à chacun la portée historique et mondiale de la lutte émancipatrice du prolétariat. Donc voilà les trois extraits que j'ai sélectionnés. Alors il y en aurait en fait plein d'autres qui seraient intéressants. D'abord, de prime abord, ça renvoie à beaucoup de conceptions qui traversent un peu nos débats. Par exemple, dans la lutte syndicale, faut-il lutter dans l'entreprise, uniquement dans l'entreprise, ou est-ce que la lutte interprofessionnelle est la priorité? Et on a le débat pour la rentrée, faut-il des luttes dans chaque profession, ou est-ce qu'à un moment donné, on essaye de tous converger, quelle tactique on mène, etc. Ça renvoie à ces questions-là. On a la question, le syndicat se suffit-il à lui-même? Et est-ce que la lutte pour le salaire, finalement, n'est pas suffisante et qu'on se contente de lobbying sur les élus pour faire avancer nos revendications et notre condition dans la société? On a tout un tas de questions qui traversent le mouvement d'aujourd'hui. Et quand on parle des révoltes qui ne sont pas conscientes ou des grèves qui n'ont pas qui ont la conscience traditionnaliste mais pas la conscience social-démocrate, ben pour moi, ça renvoie à la question, par exemple, de l'analyse du mouvement des Gilets jaunes ou des choses comme ça. Donc, la traduction que j'en fais, c'est premièrement, il y a différents stades de lutte. L'exploitation pousse les ouvriers à se révolter, ça c'est une certitude, mais ces révoltes ne sont pas spontanément révolutionnaires et elles ne mènent pas spontanément à une prise de conscience ou à une volonté de transformation sociale. Alors, comme je le disais, pour moi, l'un des exemples criants de ces derniers mois ou ces dernières années, on a les Gilets jaunes, qui se mobilisent effectivement contre la hausse du prix du pétrole, qui est le déclencheur de
leur situation sociale et leur sentiment de déclassement ou de relégation. Mais ça ne va pas au-delà de ces revendications-là, ça ne se structure pas, ça ne développe pas sur des revendications politiques enfin, authentiques, même si il y a eu des mouvements qui ont tenté de récupérer l'affaire. Et donc, le mouvement finit par pourrir et se terminer comme on l'a connu. Les autres exemples, on a tout un tas d'exemples purement économiques. Par exemple, l'occupation d'une usine contre la liquidation de l'usine, qui peut amener à demander des primes de départ ou des meilleures conditions de départ. Ce n'est pas du tout une lutte qui va spontanément mener sur de la remise en cause du système. On va être en colère contre la situation, mais on ne va pas véritablement aller poser des questions sur pourquoi on en est arrivé là et à quoi répond l'usine et qu'est-ce qu'on peut mettre comme alternative à cette situation. La deuxième idée, me semble-t-il, c'est que pour les luttes deviennent révolutionnaires, il faut apporter la prise de conscience sur les racines de l'exploitation, le rôle de chaque classe, ses intérêts, les liens entre les luttes de différents secteurs, le contexte national et international dans lesquels ces luttes s'inscrivent, et dans lequel l'évolution économique s'inscrit, etc. Ça veut dire que le travail du parti, c'est justement d'amener cette conscience. Du 14 juillet, le feu d'artifice est un marqueur, vous le savez, de la fête nationale. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui, mais normalement, on l'a fait, mais quelqu'un a dû le rétablir. Voilà, donc le 14 juillet, c'est sympathique, mais c'est une commémoration révolutionnaire, mais donc le deuxième élément, c'est effectivement pour que les luttes deviennent révolutionnaires, il faut apporter la prise de conscience sur les racines de l'exploitation. Et ça veut dire que se limiter au soutien des luttes économiques, c'est se condamner à l'accompagnement du capitalisme. Et donc, du point de vue syndical, mais par exemple, quand une entreprise est vendue par son actionnaire, et ça, j'ai pu mesurer quelques exemples, il y a une menace de liquidation parce que l'actionnaire se débarrasse de l'entreprise. Il y a une bataille pour trouver un repreneur. Souvent, le repreneur, par exemple, va supprimer de l'emploi ou amener des conditions un peu dégradées de la situation, mais on va en rester au fait qu'on a trouvé un repreneur, qu'on a sauvé l'emploi, et donc finalement, on accompagne la restructuration capitaliste de l'économie. Et ça n'est pas critiqué, même quand on a une succession de repreneurs qui sont des fonds de pension qui n'apportent plus rien à l'entreprise, qui, tous les 3-4 ans, vont changer. L'entreprise va changer de main. Et on a des salariés qui, s'ils n'ont pas une conscience de la situation, des revendications qui dépassent simplement la préservation de l'emploi immédiate, évidemment, vont être baladés comme ça tous les 3 ans, tous les 4 ans, d'entreprise à l'autre. Pour le parti, ça pose une question, c'est quel type d'activité en direction des syndicats, parce qu'on l'a vu ces dernières années, le parti a tendance à se limiter au soutien aux luttes ou à la répétition des revendications. Le syndicat émet des revendications, on soutient, le parti communique là-dessus, c'est bien. Évidemment que les communistes doivent soutenir les luttes sociales, ça ne fait pas de débat, mais ça ne peut pas suffire. Et notamment, il faut impérativement qu'à la sortie du conflit, on se fixe pour objectif que l'organisation du parti dans l'entreprise ciblée ou dans la localité ciblée soit renforcée par rapport au début du conflit. Parce que sinon, ça veut dire que l'activité qu'on a menée, elle a été finalement transparente dans la prise de conscience des salariés. Et donc, pour arriver à amener cette prise de conscience, justement, le rôle des militants révolutionnaires, c'est le troisième élément qui est porté par Lénine, c'est donc de mener une action organisée d'agitation politique, en plus de l'agitation économique, et donc un effort de structuration, de formation des militants, de débat sur les sujets qui dépassent simplement la question du niveau de salaire, du maintien de l'emploi ou des choses comme ça. De manière à ce que ces débats, cette formation permettent d'élever la conscience de classe des salariés, et y compris, il y a aussi une notion un peu tactique, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'élèvera pas la conscience de tous les salariés. Mais par contre, on va identifier des salariés qui sont plus réceptifs, qui sont plus conscients que les autres. Ceux-là, on va les organiser et on va développer du coup l'influence des idées révolutionnaires dans l'entreprise concernée. Et donc, ce travail de conscientisation, il est absolument vital. Sinon, effectivement, on est dans la situation de lutte
qui n'ont pas de perspective. Et du coup, ça m'amène, moi, à l'analyse que je peux en faire par rapport à la situation d'aujourd'hui. On m'a posé 2 questions. La première question, c'est pourquoi les luttes économiques spontanées ou syndicales sont impuissantes sans un parti qui leur donne une finalité et qui travaille au caractère révolutionnaire de la lutte. Ben, j'aurais tendance à dire, je pourrais prendre plein d'exemples de dérives, parce que, en particulier dans notre période, on a beaucoup de dérives. D'ailleurs, il y a des similarités avec ce que Lénine développe aussi. Lui, il développe un mouvement ouvrier qui n'est pas encore solidifié, qui n'est pas encore fortement constitué, et donc qui est en faiblesse par rapport à la répression, par rapport à tout un tas de choses, mais qui est populaire et qui attire les jeunes. Nous, aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt qu'on a un mouvement qui est affaibli par des errances idéologiques, des abandons d'organisation, des reculs sur un certain nombre de choses, mais finalement, ça nous place dans la même situation de faiblesse relative, et donc face aux mêmes nécessités d'organisation et de construction idéologique. Donc, qu'est-ce que ça amène comme… Pourquoi les luttes économiques ne suffisent pas? On se bat pour le salaire. Mais si on se bat pour le salaire, et en ce moment, on est en plein dedans, et d'ailleurs, on aura des exercices pratiques à la rentrée, on se bat pour le salaire, mais on laisse tomber les questions de changement de société, et notamment, par exemple, on ne travaille plus la question de l'appropriation collective de son outil de travail et de son entreprise. À partir du moment où on ne travaille plus cette question-là, et ça, c'est une question éminemment politique, prendre le contrôle de son entreprise, exproprier les actionnaires, c'est le changement de société. Et si on ne pose plus cette question de l'expropriation des propriétaires et de la gestion des salariés de leur entreprise, de l'appropriation collective, on laisse la propagande capitaliste marteler les orientations sur le fait que les patrons sont indispensables, qu'on ne fait rien sans eux. Et donc, on laisse passer comment dirais-je, de la propagande quotidienne. Les patrons donnent du travail aux salariés, les patrons te donnent un salaire, et une fois qu'on a intégré ces éléments-là, finalement, on se soumet au patronat, puisque c'est lui qui est au centre de l'activité économique. Si par contre, on a la logique de reprendre en main son outil de travail, c'est qu'on a la conscience que c'est le travail qui est au sens de l'activité économique, et le patron devient plus un boulet qu'autre chose. Si on est dans cette vision que si on laisse faire la propagande patronale, petit à petit, les salariés ne croient plus dans leur capacité à gérer eux-mêmes l'économie, à gérer eux-mêmes leur entreprise. Une fraction d'entre eux s'y oppose même farouchement, et y compris syndicalement, on a aujourd'hui des camarades qui défendent l'idée que les salariés ne peuvent pas gérer l'entreprise, qu'on ne peut pas nationaliser une entreprise, parce que souvent, l'exemple de la nationalisation, c'est l'étatisation, et que l'étatisation, évidemment, dans la gestion, il y a eu des errances, des travers qui ont été exploités. Il n'y en a pas plus que du côté capitaliste, mais la propagande a fait que, évidemment, elle est plus intolérable que du côté capitaliste. Donc, on refuse que l'entreprise change de propriété. Comme on ne veut plus gérer, on ne cherche plus à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, donc le patron a les mains libres pour transformer l'organisation de la production. Et donc, s'il transforme l'organisation de la production librement, c'est les conditions de travail, c'est la répartition des richesses et tout un tas de choses qui correspondent. On se focalise sur l'immédiat, on ne comprend plus le rôle, par exemple, des statuts sociaux, des conventions collectives, puisque ce n'est pas de l'immédiat, ça. C'est de la construction de droits collectifs, c'est de la construction par exemple, au travers des statuts, on construit la possibilité de refus des salariés, de suivre les ordres du patron, on crée de l'autonomie. Et donc, évidemment, si on n'est que dans l'immédiateté, on ne comprend plus ces logiques-là. Pourquoi être autonome? Pourquoi vouloir dire non? Finalement, ça n'aboutit qu'à des gens qui deviennent paresseux au travail, etc., etc. Et toutes les dérives idéologiques qu'on entend en ce moment dans les boîtes. Et évidemment, on ne comprend plus ce qu'est la cotisation sociale, on ne comprend plus tous les périphériques qui ont été construits par le mouvement ouvrier, justement pour remettre en cause la gestion capitaliste. Et donc, à la fin, on ne se bat plus que sur le salaire, éventuellement sur les fermetures d'usines, et quand il y a quelques révoltes, parce que les conditions de travail se dégradent trop, et donc là, il y a des explosions ponctuelles. Dans l'organisation syndicale, cette dérive, elle a été caractérisée par beaucoup de choses. Alors, c'est ce que Lénine appelle l'économisme. C'est ce que, dans la CGT, on a, pendant un petit moment, et qu'on continue d'appeler le syndicalisme de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'on collecte et on porte ce que les salariés demandent spontanément, tel quel, sans le retraiter, sans le retravailler au travers d'orientations, d'objectifs.
Et évidemment, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, les revendications sont souvent superficielles parce que justement, si les salariés ne connaissent pas l'organisation d'entreprise, ne connaissent pas le droit, ne connaissent pas un certain nombre de choses, ils vont aller à l'immédiateté. Et puis, par ailleurs, la spontanéité à ce problème-là, c'est que les revendications des uns peuvent tout à fait être en contradiction, voire percuter les intérêts des autres. Et donc, on se retrouve avec des salariés qui se battent. Et ça, c'est typique, par exemple, entre relations sous-traitants-donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre va vouloir s'accaparer plus de salaire sans prendre en compte le fait que ça aboutit à une exploitation plus grande du sous-traitant, et y compris, bon, enfin, je ne développe pas dans les détails, mais vous avez compris, on peut avoir, donc, si on ne retraite pas cette question-là. Dans la situation actuelle, si nous n'avons pas une lecture politique systémique de la situation, on se contente de réagir à la hausse des prix, puisqu'il y a une inflation forte dans le pays, donc on est en exercice pratique, comme si cette hausse des prix, c'était un phénomène naturel, imprévisible et, comment dirais-je, inarrêtable, sur lequel on ne peut pas intervenir. Or, la spéculation sur l'énergie et les matières premières, elle résulte des masses monétaires qui ont été mises en circulation par les banques centrales, et elle représente une offensive de classe, et c'est comme ça qu'on devrait le présenter aujourd'hui. Les entreprises augmentent leurs prix, et si les salaires ne suivent pas totalement l'augmentation des prix, eh bien, ces entreprises, elles augmentent leurs marges. Et donc, elles ont réussi à accroître l'exploitation du travail. De la même manière, si les salariés ne font que suivre l'inflation, comme il y a une forte inflation, on va revendiquer 7% d'augmentation de salaire. Mais 7% d'augmentation de salaire, quand on n'en a pas eu pendant des années, ça paraît beaucoup. Et donc, on se dit que ça suffit. Sauf que si on ne demande que la couverture de l'inflation, eh ben, on n'a plus de partage de la valeur ajoutée et de la productivité du travail. Et donc, là aussi, le patronat gagne puisqu'il s'accapare la totalité de la productivité du travail de l'année et il augmente ses marges. La finalité de tout ça, c'est qu'il fait payer la crise financière aux salariés en augmentant l'exploitation du travail. Et donc, c'est bien une nécessité absolue pour les salariés de comprendre le système économique et évidemment de poser la question de son renversement, parce que sinon, on court après l'inflation, on est à la remorque, et c'est un peu ce que Lénine essaye de développer. Donc, à la fois, il faut mener la bataille pour la lutte pour la hausse des salaires, et en même temps, travailler à élever les consciences sur les rouages du système, ses finalités, ses contradictions, et la nécessité de passer à un autre système et le caractériser, c'est le socialisme. La deuxième question qu'on m'a posée, et je termine là-dessus, parce que je pense que j'ai été un tout petit peu long, c'est pourquoi un parti qui se coupe du mouvement des masses est impuissant. Aujourd'hui, dans le système capitaliste, les capitalistes dirigent les moyens de production et la plupart des grands leviers économiques. Tsipras, ou même y compris Hollande, ont pu mesurer que quand les capitalistes décident de ne plus embaucher, de ne plus investir, ça bouscule l'équilibre économique et ça met en difficulté les gouvernements qui sont au pouvoir. Les salariés qui sont organisés et conscients, eux, ils ont la capacité de contester aux capitalistes la direction des moyens de production et donc de les empêcher de faire usage de leur pouvoir de nuisance face à une politique, par exemple, qui pourrait être progressiste. Ce n'était pas le cas de Hollande, mais ça pourrait être le cas. Et donc, les masses sont un outil et aussi un contrôle du parti, parce qu'il y a aussi besoin de contrôle politique. Un moyen de résister à la pression capitaliste est d'éviter de capituler. Et là, en termes d'exemple, il y en a quelques-uns en France, mais moi, l'exemple qui m'avait paru le plus parlant, c'était l'exemple du Venezuela, puisque les dirigeants de l'industrie pétrolière vénézuélienne à l'époque de Chavez avaient décidé d'organiser un lockout pour priver l'État des ressources financières liées au pétrole. Pour ça, ils avaient saboté l'informatique, le réseau informatique de la compagnie vénézuélienne, puisqu'ils étaient aux manettes de cet outil informatique. C'était ultra moderne, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir. Et donc, Chavez a fait appel aux salariés pour relancer manuellement la production de pétrole. Et le lockout a été cassé par la mobilisation de la classe ouvrière vénézuélienne, même si elle est embryonnaire. Et donc, voilà en quoi la classe ouvrière elle peut être utile dans la mobilisation, et en quoi un parti qui serait coupé de cette classe ouvrière et de la mobilisation des masses se mettrait pieds et poings liés, en fait, dans la dépendance vis-à-vis de la bonne volonté du patronat pour avancer sur des mesures. Évidemment, la bonne volonté du patronat, ça n'existe pas. Donc voilà un peu moi ce que je retire de tout ça. Alors il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais comme j'ai été déjà trop long, je laisse la parole à mes camarades.
Merci Laurent. Hop, je récupère l'écran. Hop là. Merci Laurent. Effectivement, ça a été un peu long, mais je pense que c'était bien parce que tu t'es en plus enraciné cette discussion de Lénine dans l'époque contemporaine, y compris dans les exercices pratiques qu'on va avoir en septembre, comme tu le dis, enfin, plus loin que septembre. Donc, moi, je trouve que c'est très bien de voir cette actualité de Lénine et que tu fasses cette proposition de l'actualité de ce texte. En tout cas, moi, je la partage et je pense que c'est un point intéressant, puisque effectivement, je vais dire comme Laurent, je ne suis pas spécialiste du Lénine. Mais voilà, c'est quand même le patrimoine commun de tous les communistes. Donc, c'est intéressant d'essayer de se l'approprier en tant que militant, et c'est ce qu'on essaie de vous faire aussi, de proposer des extraits plus lisibles, ou en tout cas de démystifier la difficulté de lire Que faire, qui n'est pas si difficile que ça quand on passe les problèmes de terminologie qu'a dit Laurent, et puis ces références parfois obscures à des journaux oubliés, à des auteurs russes oubliés, mais quand on passe cette difficulté-là, on y arrive assez bien. Je me félicite aussi quand même, comme l'a dit Laurent, l'autre Laurent avant, qu'on soit quand même quasiment 80 ce soir, dépassé même, on me dit, à une veille de 14 juillet quasiment, une avant-veille, c'est quand même pas mal. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir un peu sur quelles sont les tâches du parti, comme maintenant, puisque Laurent a parlé de la distinction aussi entre les tâches économiques d'un côté et puis de l'autre les tâches politiques du parti, enfin comment les deux doivent s'articuler. Donc moi on m'a demandé quelles sont les tâches un peu plus précisément du parti, d'un parti communiste, enfin, social-démocrate pour le dire comme il est. Alors, je vais essayer d'en dresser moi, quelques invariants qui me semblent un peu intéressants, puisqu'il y a des trucs que dit Lénine qui sont valables pour la Russie de l'époque, qui sont valables pour un pays autocratique où il faut être dans la clandestinité, ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc, je vais essayer de prendre ce qui est un peu la quintessence de ce qui, pour lui, est un parti social-démocrate, un peu dans toutes les situations confondues. Et ça, on le trouve assez bien dans le texte de Lénine, quand il compare le parti russe et le parti allemand, qui, lui, opère dans la légalité. Et donc, c'est par cette comparaison un peu des deux qu'on voit ce qu'il entend comme les tâches du parti. Donc voilà, j'aurais pu intituler même mon intervention, si j'avais dû lui donner un titre, 3 tâches et 4 figures. Alors, c'est très chinois comme manière de formuler les choses, peut-être. Ça n'étonnera personne ici, pour ceux qui me connaissent. Mais notez que Lénine ne présente jamais vraiment les choses comme ça. Il n'y a pas de parti où il développe en même temps ces deux dimensions. Quelles sont les tâches et qui doit faire ces tâches-là? Il le développe dans plusieurs passages, mais pas dans un seul passage en même temps. Même les 3 tâches, finalement, il les dit qu'à un seul endroit en même temps. C'est un passage où, en plus, ce n'est pas lui-même qui parle, il cite un texte de Engels, donc la guerre des paysans en Allemagne. Et alors, c'est ce passage-là, moi, que j'ai retenu comme premier passage. Où Lénine dit, donc citons les remarques faites par Engels en 1874 sur l'importance de la théorie dans le mouvement social-démocrate. Engels reconnaît à la grande lutte de la social-démocratie non pas 2 formes, politique et économique, comme cela se fait chez nous, mais 3, en mettant sur le même plan la lutte théorique. Et donc la citation d'Engels, alors je l'ai coupée parce qu'elle est très longue, elle fait 2 pages, je crois, dans mon édition, c'est la suivante. Le mouvement ouvrier pratique d'Allemagne ne doit jamais oublier qu'il s'est développé grâce au mouvement anglais et français dont il a pu utiliser la coûteuse expérience et éviter maintenant les fautes, inévitables alors dans la plupart des cas. Où serions-nous maintenant sans le modèle des trade unions anglaises et de la lutte politique des ouvriers français, sans cette impulsion formidable qu'a donnée notamment la Commune de Paris? Il faut rendre justice aux ouvriers allemands. Ils ont profité avec une rare intelligence des avantages de leur situation. Pour la première fois depuis que le mouvement ouvrier existe, la lutte est dans ces 3 directions coordonnées et liées entre elles: théorique, politique et économique pratique. Résistance aux capitalistes. C'est dans cette attaque, pour ainsi dire concentrique, que réside la force et l'invincibilité du mouvement allemand. Le caractère essentiellement insulaire du mouvement anglais, ainsi que la répression du mouvement français, font que les ouvriers allemands se trouvent maintenant à la tête de la lutte prolétarienne. Pour cela, ils devront redoubler leurs efforts dans tous les domaines de la lutte et de l'agitation. Pour les chefs en particulier, leur devoir consistera à s'instruire de plus en plus dans toutes les questions théoriques,
à se libérer de plus en plus de l'influence des phrases traditionnelles de l'ancienne conception du monde et à ne jamais perdre de vue que le socialisme, depuis qu'il est devenu une science, veut être traité comme une science, c'est-à-dire être étudié. Il faut redoubler d'ardeur pour répandre parmi les masses ouvrières la conscience ainsi acquise et de plus en plus lucide, cimenter toujours plus fortement l'organisation du parti et celle des syndicats. Alors, moi, je me permets un premier commentaire là quand même. Je passerai au deuxième extrait après. Excuse-moi, Mathieu. Cette référence à Engels, d'ailleurs, indique quand même un lien qui est parfois nié entre la conception léniniste d'un côté et la conception marxienne, disons, de l'autre. Alors, vous connaissez cette distinction un peu chère au vieux Lucien Sèvres, enfin, au Lucien Sèvres des dernières années, ou à Bernard Vasseur, entre conception marxiste et marxienne. Alors, il y aurait les conceptions de Marx d'un côté, on les appelle marxiennes, et puis il y aurait les évolutions postérieures, marxistes, dont léninistes. Et il faudrait se débarrasser un peu de ces évolutions postérieures pour retrouver la pureté de ce que voulait dire Marx. Alors, notez que dans cette opposition, pour l'essentiel, un marxiste, ça veut dire léniniste quand même, puisque au sens des développements de ceux qui sont après Marx, l'un des principaux, c'est Lénine et ceux qui s'inspirent après de Lénine. Il n'y a pas que lui, mais c'est un de ceux-là. Et donc, sans négliger quand même les apports propres de Lénine, puisqu'il y en a effectivement, mais il y a de la légitimité théorique et intellectuelle qu'il y a à s'interroger sur les liens entre les développements de Lénine et ce que disait Marx. Est-ce que ça correspond à la méthode dialectique de Marx ou pas? C'est tout à fait légitime de s'y interroger. Mais il y a quand même un lien entre les deux, entre Marx et Lénine. Il y a un vrai lien qui est très fort et qu'il ne faut pas nier et qu'on nie un peu souvent. Lucien Sèvres ou Bernard Vasseur ne le font pas, ils ont cette connaissance fine, mais on leur fait dire parfois ça. Et ce lien très fort entre les deux, c'est Engels. Pas pour une raison, enfin, c'est pas par hasard, c'est que Engels, finalement, il survit longtemps à Marx et lui, il voit les développements d'un puissant parti social-démocrate allemand, en l'occurrence, et donc il a une réflexion beaucoup plus fine que Marx sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Donc c'est pour ça que Lénine reprend plutôt les développements d'Engels que ceux d'ailleurs de Marx directement. Donc bon, je referme cette parenthèse, mais qui me semble importante. Ce qu'on note quand même dans le passage là que je viens de lire, c'est que Lénine considère que le parti donc, doit avoir trois tâches. Alors, je ne reviens pas sur la tâche économique pratique, en fait syndicale au sens moderne, comme l'a présenté Laurent, mais une tâche aussi proprement politique qui vise à dénoncer l'ensemble du système donc économique, mais aussi l'État dans la forme qu'il a, donc libéral bourgeoise en France ou en Angleterre, bureaucratique parlementaire en Allemagne, autocratique dans la Russie de l'époque. Et ça, c'est important. Vous avez peut-être noté dans une des citations qu'a lu Laurent, c'est aussi ce que dit Lénine. C'est finalement, on doit parler à toutes les classes de toutes les oppressions. Et ça, c'est un truc moi, que je trouve intéressant parce qu'on réduit souvent Lénine à Lénine, c'est la lutte des classes, c'est l'ouvriérisme. Lénine, c'est pas que ça. Il faut parler à toutes les classes et il ne faut pas parler que de l'oppression dans les régimes, il faut le faire, mais il faut aussi parler de toutes les autres formes d'oppression parce qu'elles sont liées entre elles et elles font système. Et la tâche théorique, c'est cette troisième tâche qui doit permettre aux dirigeants d'abord, vraiment, puis aux militants et militantes ensuite, puis enfin, vraiment aux masses laborieuses peu conscientes ou moins conscientes, de se débarrasser de l'idéologie bourgeoise qui limite en fait les possibilités de transformation dans les consciences mêmes. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant. Alors, ce n'est pas que la tâche théorique est plus importante, même si c'est elle que Lénine met en avant là, mais il la met en avant, je trouve, pas par hasard, et ça résonne quand même dans d'autres parties, je trouve aussi, qui est qu'en fait, il dit on a abandonné cette tâche théorique, on l'a minorée. On se dit l'urgence, c'est d'être dans les usines, éventuellement, la tâche économique. Éventuellement, la tâche urgente, c'est d'être dans les rues, dans les manifestations. Mais on oublie cette tâche théorique qui serait moins importante pour aller vers la révolution. Et Lénine nous dit non, les trois luttes doivent être menées conjointement. Et ça, je pense que c'est important et je suis très content qu'on ait aussi ce débat ce soir qui, modestement, contribue, je l'espère, un peu à ça. Donc, voilà. Donc, je passe un peu parce que Laurent a déjà dit des choses, donc je me permets d'avancer dans ce que je voulais dire. Voilà. Pour Lénine, voilà, vous connaissez un peu la phrase, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Donc, il y a vraiment cette importance qu'il met à la théorie. Et il faut bien voir voilà, que pour Lénine, on avait la discussion un peu avant avec Laurent, et je me suis rendu compte que même pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et je l'ai redécouvert là, c'est, vous l'avez peut-être noté, dans les trois tâches que met Lénine, il ne met pas l'organisation. On dit souvent aussi Lénine, c'est le génie de l'organisation, et pourtant, il ne le met pas comme une des tâches du parti. L'organe n'est pas une tâche.
Pourquoi? Parce que l'organisation fait partie de la partie théorique pour Lénine. La partie théorique, ce n'est pas simplement des discussions abstraites sur la nature du capitalisme, la nature de l'exploitation, de l'État, ça en fait partie, mais c'est aussi une analyse justement de la situation réelle, des contradictions du capitalisme, la nature de l'État, les forces de l'État, comment l'État fait pour nous réprimer, où il est capable de nous réprimer et où il n'est pas capable de nous réprimer. Et l'organisation doit aller avec cette analyse-là. On ne monte pas une organisation de la même manière dans un pays comme la Russie ou dans un pays comme l'Allemagne, parce qu'on n'a pas les mêmes forces et parce que l'État n'a pas les mêmes forces en face. Donc, il faut d'abord avoir une analyse théorique de l'État pour ensuite en déduire la forme de l'organisation qui elle-même est une tâche théorique. La discussion sur l'organisation, ce n'est pas laissé à des spécialistes dans un coin, c'est une tâche théorique importante pour lui. Donc, mais outre ce rôle, quand même, il nous dit une chose sur la théorie, ça va être mon deuxième extrait, c'est le rôle de la théorie dans la lutte contre l'opportunisme et contre les approches progressistes, on va le dire comme ça, non révolutionnaires. Je le dis avec les termes un peu modernes, hein. Lui, il disait social-démocrate, hein, comme on l'a déjà dit plein de fois. Ça permet, en fait, la théorie permet de montrer le caractère erroné des autres forces, disons, progressistes, de gauche, on dirait peut-être aussi aujourd'hui. Et c'est sur ce terrain théorique que la lutte doit se faire pour convaincre les masses de nous rejoindre. Il ne s'agit pas de dire que les autres forces de gauche ne sont pas sincères, qu'elles ne peuvent pas être nos alliés. Alors, parfois, elles le sont et elles sont opportunistes, hein, il faut le dire. Mais il faut attaquer leur inconstance, leur manque de cohérence de leurs propositions et montrer ainsi que, aussi sympathiques soient-elles, elles sont vouées à l'échec si on ne passe pas par une analyse scientifique qui va vers le socialisme. Alors, je mets ce deuxième extrait. Donc, c'est celui-là. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. On ne saurait trop insister sur cette idée à une époque où l'engouement pour les formes les plus étroites de l'action pratique va de pair avec la propagande à la mode de l'opportunisme. Pour la social-démocratie russe en particulier, la théorie acquiert une importance encore plus grande. Notre parti ne fait encore que se constituer, qu'élaborer sa physionomie, et il est loin d'en avoir fini avec les autres tendances de la pensée révolutionnaire qui menacent de détourner le mouvement du droit chemin. Ces derniers temps, justement, nous assistons au contraire à une recrudescence des tendances révolutionnaires non social-démocrates. Dans ces conditions, une erreur sans importance à première vue peut entraîner les plus déplorables conséquences et il faut être myope pour considérer comme inopportunes ou superflues les discussions de fractions et la délimitation rigoureuse des nuances. De la consolidation de telle ou telle nuance peut dépendre l'avenir de la social-démocratie russe pour de très longues années. Alors ça aussi, ça me semble quand même un point extrêmement important dans notre situation actuelle où le Parti communiste, ça n'aura échappé à personne, n'est pas dominant dans la gauche, en tout cas on n'est pas unique dans la gauche, ça n'aura échappé à personne. De dire déjà la théorie, elle sert à ça, elle sert à se délimiter avec les autres. Et elle est d'autant plus importante qu'on n'est pas hégémonique. S'il n'y avait que les communistes d'un côté et la droite libérale aujourd'hui de l'autre, bah, ça serait assez simple. Et on n'aurait pas plus besoin de discuter de théorie, il faudrait toujours le faire, mais on pourrait le mettre au second plan, puisqu'on serait dans l'affrontement vraiment classe contre classe directement, et on serait plutôt dans la lutte. Mais ce que nous dit Lénine, c'est que tant que ce travail-là n'est pas fait et qu'il y a une diversité des forces progressistes non social-démocrates, eh ben, on a besoin d'avoir cette discussion théorique aussi pour convaincre les gens qui sont abusés par d'autres visions, d'autres voies, de nous rejoindre. Parce qu'autrement, on n'aura pas cette masse qui nous permettra, masse critique, qui nous permettra d'unir l'ensemble de la classe et de mener l'assaut contre l'État. Donc, on doit d'abord se réunir et pour ça, on doit dénoncer les visions opportunistes ou fausses de d'autres forces. Et il nous dit ça aussi, il dit, et ça vaut aussi, lui, il dit, dans le parti russe lui-même, parce qu'il n'est pas encore achevé. Et donc, il y a encore dans ce parti énormément de diversité, de débats. Et tout le monde n'est pas encore marxiste dedans. Certains sont des économistes, comme il dit, qui ne sont pas donc des marxistes, à ses yeux. Et donc, il dit, on doit avoir ce débat-là. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on assimile souvent Lénine au parti monolithique, à l'interdiction des fractions, des tendances, au centralisme démocratique. Et c'est ce qu'il va mettre en place quand il sera au pouvoir, mais justement, quand il sera au pouvoir, avant d'être au pouvoir, lui maintient l'importance du débat au sein du parti, y compris pour lutter contre les autres tendances et pouvoir décider de quelle est la juste voie. Et ça, je trouve que ça nous rappelle quand même des besoins qu'on a aussi dans le parti, ou en tout cas une réalité qu'on a dans le parti, puisque ces débats existent. Voilà, donc, bon, laissons de côté un peu les théoriciens et voyons voilà, maintenant quelle
qui doit faire les autres tâches. Voilà, parce que Lénine nous dit finalement, on a 3 tâches, théoriques, économiques, politiques, mais il nous dit il y a 4 figures, il y a 4 rôles dans le parti importants, 4 fonctions. Et il nous dit ces 4 fonctions, ce sont les théoriciens, les propagandistes, les agitateurs et les organisateurs. Et il nous dit notre objectif doit être d'aller dans toutes les classes de la population, comme théoriciens, comme propagandistes, comme agitateurs et comme organisateurs. Alors, même les théoriciens, notez, même les théoriciens sont censés aller sur le terrain. Ils ne sont pas censés rester dans leur chambre à faire de la théorie, ils sont censés y aller. Donc, mais qu'est-ce que c'est un peu ces propagandistes et ces agitateurs et quelle différence il fait? C'est important, c'est l'objet d'un long débat dans le livre. Non, excuse-moi Mathieu. Ah, tu ne m'as pas mis mon bon texte. C'est celui que je t'avais fait corriger ce matin. Désolé Mathieu, tu n'as pas eu le temps de voir. Donc, je vais vous le lire quand même. Vous ne l'aurez pas, ce n'est pas celui-là. J'ai changé. Je suis désolé Mathieu. Et il dit, jusqu'à présent, nous pensions savoir ce qu'est un propagandiste. S'il traite par exemple le problème du chômage, le propagandiste doit expliquer, c'est pas ce texte, du coup, la nature capitaliste des crises, ce qui les rend inévitables dans la société moderne, montrer la nécessité de la transformation de cette société en société socialiste, etc. En un mot, il doit donner beaucoup d'idées, un si grand nombre d'idées que, du premier coup, toutes ces idées sont prises dans leur ensemble, ne pourront être assimilées que par un grand nombre, relativement restreint de personnes. Traitant les mêmes questions, l'agitateur, lui, prendra le fait le plus connu de ses auditeurs et le plus frappant, par exemple une famille sans travail morte de faim, la mendicité croissante, etc. Et s'appuyant sur ce fait connu de tous, il fera tous ses efforts pour donner à la masse une seule idée, celle de la contradiction absurde entre l'accroissement de la richesse et l'accroissement de la misère. Il s'efforcera de susciter le mécontentement, l'indignation contre cette injustice criante, laissant aux propagandistes le soin de donner une explication complète de ces contradictions. C'est pourquoi le propagandiste agit principalement par l'écrit, l'agitateur de vive voix. D'un propagandiste, on n'exige pas les mêmes qualités que d'un agitateur. Distinguer un troisième domaine ou une troisième fonction de l'activité pratique, fonction qui consisterait à appeler les masses à certains actes concrets, est la plus grande des, merci Mathieu, est la plus grande des absurdités, car l'appel, acte isolé, ou bien est le complément naturel et inévitable du traité théorique, de la brochure de propagande, du discours d'agitation, ou bien est une fonction d'exécution pure et simple. Il prend un exemple. Prenons par exemple la lutte actuelle des social-démocrates allemands contre les droits de douane, sur les grains. Le théoricien rédige une étude spéciale sur la politique douanière où il appelle, disons, à lutter pour des traités de commerce et pour la liberté du commerce. Le propagandiste en fait autant dans une revue et l'agitateur dans des discours publics. Les actes concrets de la masse sont, dans l'occurrence, la signature d'une pétition adressée au Reichstag contre l'élévation des droits sur les grains. L'appel à cette action émane indirectement de théoriciens, des propagandistes et des agitateurs et directement des ouvriers qui colportent les listes de pétitions dans les fabriques ou au domicile des particuliers. Voilà, et donc ça, je pense que c'est intéressant parce qu'il nous dit ces trois rôles-là, aussi propagandiste, agitateur, théoricien, et il nous dit finalement, les trois ont le même travail. Ils doivent avoir le même travail qui est de mobiliser les masses sur des actes concrets. Et ces actes concrets, c'est signer des pétitions, faire des manifs, faire la révolution éventuellement si on en est là. Mais il y a ces trois rôles-là et ce n'est pas la même chose. Et il faut savoir, je pense que pour nous, dans le parti, on doit aussi réfléchir comme ça. Qui fait quel rôle et comment on lit ces trois dimensions? Et c'est peut-être une chose qu'on fait assez peu, à mon sens. On diffuse par exemple des tracts. Donc ça, c'est de l'agitation. À la limite, c'est des feuilles volantes, hein, c'est plutôt de l'agitation. Ce n'est pas une brochure non plus. Déjà, on fait assez peu de diffusion de brochures. On fait assez peu de théorie non plus, ouverte à tout le monde. Mais même quand on fait de l'agitation, il n'y a pas d'acte concret derrière. On essaye rarement de mobiliser et de dire prenez-les et faites-en quelque chose. Faites-en une pétition, faites-en une manif, venez. Enfin, on le fait assez peu. Et cette réflexion qu'a Lénine, je pense, est assez salutaire. Bon, je pense que je suis déjà long, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, notez juste quand même, peut-être le dernier point que je voulais dire, c'est quand même qui doit remplir ces fonctions. Et là, Lénine nous dit une chose, je pense, très importante, qui là aussi doit susciter la réflexion, à mon sens, il nous dit finalement dans le parti, on a beaucoup d'intellectuels, on a des gens de toutes les classes, et ce qu'on manque, ce sont des ouvriers. On en a, mais on en manque. Et donc, ce n'est pas les fonctions intellectuelles, ce n'est pas les fonctions même de propagandistes qu'il faut
qu'il faut permanentiser, qu'il faut payer par le parti, parce qu'on en a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Donc, tant qu'on a de la masse, ils peuvent le faire voilà, comme ils peuvent, parce qu'on a beaucoup de gens. Par contre, ce qu'on manque, ce sont des agitateurs qui vont dans les usines et qui sont capables de mobiliser les foules. Et donc, ceux qu'on doit payer par le parti, transformer en permanent, on dirait aujourd'hui, ce sont plutôt ces gens qui sont des agitateurs. Il nous dit, puisqu'on n'en a pas beaucoup, il faut repérer les quelques-uns qu'on a via aussi la lutte syndicale et tout ça, et il faut très vite les sortir de l'usine, parce qu'on ne peut pas avoir un bon agitateur qui passe 11 heures à l'usine. À l'époque, c'est ça. Hein. Il faut le sortir de l'usine, il faut le payer par le parti, et il faut l'envoyer dans toutes les usines du coin, parce qu'on en a très peu. Si on pouvait en avoir dans chaque usine comme les Allemands, ça serait magnifique, mais ce n'est pas le cas du parti russe. Alors là aussi, c'est spécifique au parti russe. Mais je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on a comme force militante en interne du parti? Quelle classe sociale on a à l'intérieur du parti? Et de quoi on manque? Et c'est ces choses-là qui manquent peut-être à qui il faut donner le plus de moyens, et dont les moyens financiers. En tout cas, c'est la réflexion de Lénine. Et je trouve qu'elle est stimulante parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait. Alors, on a peut-être raison de le faire parce que la situation est différente, mais en tout cas, je trouve que c'est stimulant. En tout cas, c'est la manière dont lui approche les questions, et je me tais. Désolé, Pierre-Alain, je t'ai un peu décalé dans le temps. Je te laisse mettre ton micro, Pierre-Alain, je n'entends pas. Ah, Mathieu, je ne sais pas si c'est toi qui… Je t'entends pas, Pierre-Alain, toujours. Excuse-moi. Mathieu, je ne sais pas si tu… quel nom sur Zoom, Pierre-Alain? Ça doit être section Vénitieux, j'imagine. J'imagine que c'est toi qui es connecté depuis Vénitieux. Ah. Voilà, je m'excuse, je n'étais pas autorisé à activer le son. Alors, je vais essayer de faire court, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le dernier chapitre de Que faire pose la question du journal. Et il la pose à travers les polémiques, comme souvent dans Lénine. Hein, il a beaucoup de citations qu'il critique pour mener la lutte politique dans le mouvement ouvrier, dans l'organisation. Et la polémique, elle est générée par un texte qui a été écrit avant Que faire, qui est très court et qui s'intitule « Par où commencer ?» Alors, c'est peut-être la bonne question, par où commencer, que faire? Et donc, je vais vous lire, pour ne pas perdre trop de temps, trois extraits de ce dernier chapitre de Par où commencer et dernier chapitre de Que faire, et puis je ferai quelques commentaires plutôt après sur comment on peut prendre cette question dans la situation actuelle. Donc, le texte Par où commencer, la première citation, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Avant tout, il nous faut un journal, première idée. Sans quoi, toute propagande et toute agitation systématique, fidèle aux principes et embrassant les divers aspects de la vie, sont impossibles. C'est pourquoi la tâche constante et essentielle de la social-démocratie, tâche particulièrement pressante aujourd'hui, où l'intérêt pour la politique et le socialisme s'est éveillé dans les couches les plus larges de la population. Jamais encore on n'avait senti avec autant de force qu'aujourd'hui le besoin de compléter l'agitation fragmentaire par cette agitation généralisée et régulière que seule la presse périodique permet. La fréquence et la régularité de parution et de diffusion du journal permettent de mesurer de la façon la plus exacte le degré d'organisation atteint dans ce secteur vraiment primordial et essentiel de notre activité militaire, dans le texte. Ensuite, il nous faut très précisément un journal pour toute la Russie. Tant que nous n'arriverons pas à unifier l'action que nous exerçons sur le peuple et sur le gouvernement par la presse, ce sera une utopie de penser coordonner d'autres modes d'action plus complexes, plus difficiles, mais aussi plus décisifs. Ce dont notre mouvement souffre le plus, sur le plan idéologique et sur celui de la pratique, de l'organisation, c'est de la dispersion, du fait que l'immense majorité des social-démocrates est à peu près totalement absorbée par des besognes purement locales qui réduisent à la fois leur horizon, l'envergure de leurs efforts, leur accoutumance et leur aptitude à l'action clandestine. Aussi, le premier pas à franchir pour échapper à ce défaut, pour faire converger plusieurs mouvements locaux en un seul mouvement commun à toute la Russie, doit être la fondation d'un journal pour toute la Russie. Enfin, il nous faut absolument un journal politique. Sans journal politique dans l'Europe moderne, pas de mouvement qui puisse mériter la qualification de politique. Sans cela, impossible de venir à bout de notre tâche, de concentrer tous les éléments de mécontentement et de protestation politique pour en féconder le mouvement révolutionnaire du prolétariat. Nous avons fait le premier pas, nous avons suscité dans la classe ouvrière la passion des révélations économiques touchant la vie des fabriques. Nous devons faire le pas suivant, éveiller dans tous les éléments un peu conscients de la population la passion des révélations politiques.
juste un commentaire, c'est sûr que la situation est bien différente dans la France de 2022 et la Russie de 1901 ou 1902, mais en même temps, ces questions, il nous faut un journal, j'y reviendrai, on n'en a plus, c'est ça la vérité, il nous faut un journal national, et puis il nous faut un journal politique. Donc la deuxième citation, c'est qui est importante aussi, c'est le lien entre le journal et l'organisation. Le journal ne borne pas cependant son rôle à la diffusion des idées, à l'éducation politique et au recrutement d'alliés politiques. Il n'est pas seulement un propagandiste collectif et un agitateur collectif, il est aussi un organisateur collectif. Avec l'aide et à propos du journal, se constituera d'elle-même une organisation permanente qui ne s'occupera pas seulement d'un travail local, mais aussi général et régulier, habituant ses membres à suivre de près les événements politiques, à apprécier leur rôle et leur influence sur les diverses catégories de la population, à trouver pour le Parti révolutionnaire la meilleure façon d'agir sur ces événements. Les problèmes techniques, la fourniture dûment organisée au journal de matériaux, sa bonne diffusion, obligent déjà à avoir un réseau d'agents locaux au service d'un seul et même parti, d'agents en relation personnelle les uns avec les autres, connaissant la situation générale, s'exerçant à exécuter régulièrement les diverses fonctions fragmentaires d'un travail à l'échelle de toute la Russie, s'essayant à la préparation de telle ou telle action révolutionnaire. Aujourd'hui, nous incombe la tâche relativement facile de soutenir les étudiants qui manifestent dans les rues des grandes villes. Demain, la tâche sera peut-être plus malaisée, comme celle de soutenir le mouvement des sans-travail dans telle ou telle région. Après-demain, nous devrons être à nos postes pour prendre une part révolutionnaire à une révolte paysanne. Aujourd'hui, nous devons exploiter la tension politique qu'a engendré le gouvernement par sa campagne contre les MSOS. Demain, nous devrons encourager l'indignation de la population contre les abus de tel ou tel bachibouzouk tsariste et contribuer par le boycottage, les campagnes d'excitation, les manifestations, à lui infliger une leçon qui le fasse battre en retraite publiquement. Pour arriver à ce degré de préparation au combat, il faut l'activité permanente d'une armée régulière, et si nous groupons nos forces dans un journal commun, nous verrons se former à l'œuvre et sortir du rang non seulement les plus habiles propagandistes, mais encore les organisateurs les plus avertis, les chefs politiques les plus capables du parti, qui seront à point nommés lancer le mot d'ordre de la lutte finale et en assumer la direction. Et enfin, alors cette question d'ailleurs très concrète, j'y reviendrai, c'est comment elle se pose aujourd'hui, où on a l'impression effectivement que la vie d'un journal ne dépend plus d'un réseau d'acteurs, de militants qui à la fois alimentent le journal, mais organisent aussi concrètement sa distribution et le fait que le journal soit lu dans le monde ouvrier, dans le monde du travail. La dernière citation, qui elle est dans la dernière partie de Que faire, c'est qui renvoie à une question qu'on peut souvent se poser, dans quelle situation on est. Voilà, très souvent, nous, on va se retrouver dans la campagne des présidentielles. Donc, subitement, on s'occupe de la campagne des présidentielles. Et même si au début, on a dit que la campagne devait être un moyen de renforcer notre organisation, la vérité, je pense, dans la plupart des cas, c'est que ce n'est pas ce qu'on fait. Alors, Lénine, justement, il répond à la question, dans un débat qui porte sur la question, est-ce qu'il faut passer à l'assaut tout de suite et est-ce qu'on a le temps de faire un effort d'organisation alors que peut-être c'est la révolution demain matin. Et donc, cette citation, elle dit « L'activité essentielle de notre parti, le foyer de son activité, doit être un travail qui est possible et nécessaire aussi bien dans les périodes des plus violentes explosions que dans celles de pleine accalmie, c'est-à-dire un travail d'agitation politique unifié pour toute la Russie qui mettrait en lumière tous les aspects de la vie et s'adresserait aux plus grandes masses. Or, ce travail ne saurait se concevoir dans la Russie actuelle sans un journal intéressant le pays entier et paraissant très fréquemment, l'organisation qui se constituera d'elle-même autour de ce journal, l'organisation de ses collaborateurs au sens large du mot, c'est-à-dire de tous ceux qui travaillent pour lui, sera prête à tout, aussi bien à sauver l'honneur, le prestige et la continuité dans le travail du parti au moment de la pire oppression des révolutionnaires qu'à préparer, fixer et réaliser l'insurrection armée du peuple. Voilà pour la troisième citation. Et donc, si je me retrouve, bien évidemment, un commentaire, la question du journal en 2022, évidemment, elle ne peut que poser la question de l'humanité, qui n'est plus depuis longtemps le journal des communistes, et qui est même devenu un journal se battant contre les orientations politiques des communistes. Le comble étant atteint avec la une de l'affiche de Mélenchon le lundi des négociations difficiles sur les législatives entre le parti et LFI. Mais la question est aussi de ce que doit être un journal pour la reconstruction du parti dans un monde d'information dominé par les pratiques numériques, en tenant compte de la fracture du numérique et de la nomination des plateformes US.
Et peut-être que se poser cette question, c'est se donner des armes dans la reconquête par les communistes de leur journal. Car ce qu'on peut se dire, c'est que les multiples sites Internet et pages de réseaux sociaux ne contribuent que faiblement à organiser, centraliser, unir, même quand leur contenu s'inscrit dans la perspective de la reconstruction d'un parti communiste marxiste-léniniste. L'immense majorité des jeunes, ceux qui feront ou qui ne feront pas le parti communiste demain, ne lisent pas vraiment de journaux, mais lisent chaque jour des messages, des tweets, des notifications, des pages et beaucoup de vidéos. Reprenons le rôle que Lénine donne au journal, la diffusion partout d'une position politique. Le journal est par nature un outil centralisé permettant au centre de jouer son rôle, donc le journal centralise. C'est un effort d'organisation formateur pour les militants, donc il l'organise. Et enfin, il est alimenté par les militants en contribuant à la construction de cet intellectuel collectif qui permet la confiance et la légitimité. Il unit donc. Ces trois dimensions de centraliser, d'organiser et d'unir, c'est sans doute ce qu'on doit chercher en tenant compte qu'un journal est aujourd'hui plus un réseau social numérique que simplement l'édition papier que connaissait Lénine. Reconstruire un journal communiste, c'est un peu la proposition sur laquelle j'ai déjà écrit plusieurs choses, c'est de chercher comment un réseau social peut organiser, centraliser et unir. Mais pour l'instant, les tentatives numériques du parti n'ont jamais répondu à cette question de l'organisation des militants. Ils ont éventuellement répondu à la question de la capacité du centre à peser et à orienter les militants, mais certainement pas de leur permettre de s'organiser. Il faut donc redéfinir un tel journal réseau social comme l'outil de l'organisation elle-même, incluant la gestion des adhérents, des cotisations, des contacts amis, et aussi de son activité, les agendas, les documents de travail, l'actualité sur laquelle les communistes peuvent faire de l'agitation, agitation qui doit remonter justement dans un journal qui serait riche des liens réels des militants dans la société. On peut noter une dernière remarque, c'est que c'est bien pour accompagner sa mutation réformiste que le parti a laissé dépérir une organisation qui était historiquement distribuée, les cellules, les sections, mais aussi le carnet du trésorier, les timbres, pour choisir une informatisation totalement centralisée avec le célèbre Cociel, alors que le numérique permettrait au contraire de concilier centralisation et organisation. Voilà, c'était la dernière remarque que je pouvais faire. Et je pense que réinventer un journal dans ce monde de pratiques numériques, y compris qui fasse la critique de ce que les plateformes numériques, les GAFAM, proposent, hein, notamment sur cette question de leur centralisation, mais qui est tout sauf un centralisme démocratique. Donc, comment on peut inventer une plateforme centralisée qui permette la démocratie interne, avec l'enjeu évidemment de la sécurisation. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous exposons sur Facebook notre vie militante à tous nos ennemis, et aussi une démarche qui se construise d'en bas et d'en haut, dans un contexte où la vérité, c'est que le parti est très émietté, et donc que la lutte politique dont parle à son époque Lénine, elle est plus nécessaire que jamais, et c'est bien l'outil, c'est la critique peut-être des outils qu'on s'est donnés jusqu'à maintenant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les pages Facebook, qui sont finalement très, très, très nombreuses, mais dans lesquelles on ne crée ni centralisation ni organisation. Voilà les commentaires que je pouvais faire. En tout cas, merci Pierre-Alain, tu as été beaucoup plus court que nous. Tu as tenu ta parole et tu nous as un peu rattrapé. À ce stade, moi, je voudrais commencer par remercier les trois intervenants. Je crois que chacun à leur manière, ils ont été chercher des éléments essentiels du texte de Lénine. Chacun à leur manière, ils ont réussi à en montrer l'actualité, la modernité, à tirer des questionnements qui vont devoir trouver des prolongements dans le débat qui va suivre. Alors, quelques mots. D'abord, pour vous dire que ces présentations ont été enregistrées et qu'elles seront disponibles pour pouvoir, de notre point de vue, et c'est une des volontés qu'on a, c'est d'être travaillé là où ça doit être travaillé, dans les sections, dans les cellules, au niveau des écoles du parti. L'idée, c'est que à tous les niveaux, ce sont les structures du parti qu'on doit faire vivre. On est très, très attaché à ça. Et moi, je voudrais, avant de passer la parole à la salle, qu'on fasse un tout petit tour de caméra pour vous montrer la diversité de ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, on n'est pas extrêmement nombreux, mais je peux vous dire qu'on est de 7 à 77 ans. On est de 20 à 77 ans. Tu m'en excuseras, Jean-Claude, peut-être un peu plus que ça.
Mais on a un parti qui se renouvelle et qui se reconstruit, et on a dans cette salle et dans la visio une grande diversité de responsabilités. Je tiens aussi à souligner tout ça parce qu'on n'est pas du tout innocent dans la manière dont on travaille ici. On veut vraiment que le parti se développe, on veut le faire vivre et le renforcer. Moi, voilà, j'appartiens à cette famille-là depuis longtemps, mais on veut que tout le monde puisse y trouver sa place. Et on a eu cette phrase PCF is back à un moment donné au début de la campagne, et c'est vrai qu'on a une volonté de se réapproprier collectivement le parti, et on a cette chance de disposer, je dis ça pour Jean-Claude Delahaye, je dis ça pour Marie-Christine et pour d'autres, de piliers, c'est-à-dire de gens, tu le disais à un moment donné, quand il y a eu des hésitations, qui ont voulu tenir une ligne, qui ont voulu tenir une idée du parti. Et on a aujourd'hui cette chance d'avoir eu, après avec le manifeste, d'avoir un foisonnement, une volonté de reconstruire avec beaucoup de diversité, beaucoup de richesse. Et notre volonté ici, c'est de ne pas enfermer l'avenir dans le passé, mais de ne pas non plus l'oublier, ce passé. Et justement, ce texte de Lénine, justement, ce questionnement de que faire est là pour ça. Et maintenant, c'est votre tour à vous, la salle, dans votre diversité. Alors, il y a deux salles, il y a une salle physique et il y a une salle visio. On va essayer d'alterner les prises de parole de l'un et de l'autre. On va aussi essayer, on ne va pas donner la parole forcément linéairement à ceux qui l'ont demandé, mais en fonction un petit peu pour que tout le monde ait à parler de toutes les provenances, de toutes les responsabilités, de toutes les sensibilités au sens provincial. Voilà, on verra un peu comment on s'organise. 3 minutes, parce qu'on n'a pas un temps infini. Essayer d'être le plus percutant possible. Et puis, toute parole est respectable à partir du moment où on respecte l'ensemble des interlocuteurs. Voilà, la parole est à vous. Juste peut-être, pour compléter ce que vient de dire Laurent, nous mettrons en ligne les 3 interventions parce qu'on les a préparées, qu'on les assume, je pense, tous les 3, sauf si l'un de… Non, mais moi, c'est cramé, de toute façon. Je pense, voilà, c'est cramé, hein, Laurent. Mais, non, mais voilà, on les mettra en ligne. Par contre, le débat entre nous, on ne le mettra pas en ligne volontairement pour que chacun garde sa liberté de parole. Voilà, comme on n'a pas à mettre les débats du parti aussi forcément partout. Autant un commentaire de Lénine, oui, mais les commentaires sur la vie interne, on ne le fera pas. Donc voilà, sentez-vous libre aussi voilà, de cette discussion sans a priori et sans chapelle, puisque Laurent a rappelé sa chapelle, ce n'est pas la mienne du tout, enfin, ce n'est pas la mienne en tout cas, mais on est quand même très content d'avoir ces débats entre nous et on avait envie d'avoir ces débats tous ensemble. Je vous propose donc de laisser, comme on l'a prévu, à Marie-Christine 5 minutes pour essayer de rassembler, bon courage, un peu ce qui s'est dit, même si je pense que Christophe t'a un peu aidé là, parce qu'il a déjà bien ramassé une partie de la discussion tout en apportant de nouvelles choses. Donc Marie-Christine, c'est à toi et ensuite je vous dirai bonsoir. Attends. On t'entend. Ouais, vous m'entendez? Donc, d'abord, moi, je pense qu'il faut mesurer la qualité et la réussite de la soirée, parce que si on compte les écoutes collectives, on a été plus de 80 participants un 12 juillet. On n'avait pas non plus fait une pub violente, hein, on avait fait de la pub, mais voilà. Et je pense que ça montre qu'il y a une vraie envie du débat théorique et stratégique, un vrai besoin de discuter des communistes. Ça, c'est la première chose. Et il y a quelque chose qui m'a fait sourire, c'est que nous, dans le Rhône, Laurent en a un peu parlé, mais juste après le congrès de Martigues, on avait créé un truc qui s'appelait Utopie à l'époque. Laurent, il s'en rappelle, il était dedans. Et une des premières initiatives de ce collectif Utopie, ça avait été une soirée sur Lénine, y compris à partir du livre Que faire, effectivement. Et on a dû garder des éléments de cette soirée qu'on avait enregistrés. Peut-être que ça vaudrait le coup de les re-regarder. Donc, c'est quand même une histoire. Déjà, en 2000, on identifie cette question comme essentielle pour le parti, quoi. Et 20 ans après, on y revient. La deuxième chose, c'est que moi, je crois qu'il y a quand même 2 questions essentielles pour le PCF. Au-delà de questions qui nous prennent la tête de manière considérable, les alliances, la NUPES, enfin bon, voyez, je vous en passe des meilleurs. Mais il y a quand même pour moi 2 questions essentielles. C'est la question du marxisme-léninisme, qui a été complètement évacuée de la réflexion des communistes
depuis longtemps quand même, et en tout cas depuis plus de 20 ans. Et puis la question du socialisme, qui commence tout doucement à se reparler, à émerger, mais qui reste quand même une question tabou, notamment dans la direction, puisque finalement, chaque fois qu'on parle de socialisme, je vais vite et je caricature, mais on a… Enfin voilà, si on parle de socialisme, c'est qu'on parle de l'URSS, et il ne faut pas parler de l'URSS parce que c'est pas bien, et si on parle de l'URSS, on va être très très mal. Hein. Donc voilà, hein, je vais un peu vite pour… Et pourtant, moi je pense que ces deux choses-là, ces deux réflexions-là, sont essentielles pour le PCF dans les années qui viennent. Et je trouve que la soirée de ce soir montre qu'on peut les aborder d'une manière accessible. Et c'était bien d'avoir le choix que vous avez fait de reprendre les textes et puis de les reprendre aussi en les mettant en lien avec l'actualité. Je trouve que c'est une manière de faire où on a finalement les questions que se posaient ces gens à cette époque, on a les mêmes à une autre époque et dans un autre contexte. Mais ces questions-là sont toujours très présentes et d'actualité. Et les réponses qu'ils y ont apportées ne sont pas achetées aux orties, quoi, dans les poubelles de l'histoire, bien au contraire. Et je veux lier aussi cette soirée dans la période dans laquelle on est, et notamment sur l'analyse qu'on va faire des mois qui viennent de s'écouler au travers du Congrès, hein, et notamment des présidentielles et des législatives, mais dans l'immédiat, je vais laisser de côté les législatives parce qu'elles m'ont tellement mis en colère que je veux finir ma soirée de bonne humeur. Non, et moi, voilà, sur les présidentielles, je pense que Fabien Roussel, il a mené la meilleure campagne qu'il pouvait mener avec la feuille de route qu'il avait et le parti tel qu'il est aujourd'hui. Et après, on peut toujours discuter d'un mot, d'une formule, de ce qu'il aurait pu faire là et de ce qu'il n'a pas fait, etc. Mais pour l'essentiel, moi, je ne lui ferai pas de reproche en tant que tel. J'ajoute que ce que j'identifie quand même, c'est que le moment où sans doute il se trouve le plus en difficulté pour la suite, dans la campagne, hein, c'est le moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, parce que ce moment-là est un moment qui nous confronte à des questions d'analyse de la situation internationale très fortes, et qu'effectivement, je pense qu'il n'a pas les armes à ce moment-là pour l'analyser, mais parce que le parti se refuse à analyser ce moment-là avec une vision communiste de la situation. Et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Claude Delaunay sur le moment où en est le Parti communiste. Le 38e congrès, c'est un congrès où les communistes disent non seulement on veut garder le Parti communiste français, mais on veut qu'il existe dans le débat national et on veut qu'il se reconstruise. Et d'ailleurs, l'objectif de la candidature à la présidentielle, le premier objectif, c'est celui-là, c'est que le Parti communiste français réapparaisse dans le débat national. Et d'une certaine manière, ça s'est passé, même si le résultat électoral n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Mais ça s'est passé. Le Parti communiste a réapparu dans le débat national, y compris avec quelques marqueurs forts, pas sur les questions internationales, et ça je le regrette, mais par contre sur le nucléaire, sur la question de la classe ouvrière, sur la question de la laïcité, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc je dirais de ce point de vue-là, l'objectif a été quand même relativement atteint, et je pense que cette volonté des communistes que le parti soit présent dans le débat national, même si derrière il y a eu ce qui s'est passé aux législatives et qui affaiblit quand même un petit peu la démarche des présidentielles, même s'il y a eu ça, je pense que malgré toutes les gesticulations, le dernier CN qui a été assez difficile,
malgré tout ça, je pense que cette volonté des communistes, elle va rester là, elle est forte et ils ne veulent pas de retour en arrière de ce point de vue-là. Par contre, la question qui est posée, c'est effectivement quel est l'objectif du Parti communiste, à quoi il sert, et donc dans ce cadre-là, quel type de parti il nous faut. Et je crois que c'est les questions qui sont posées au 39e congrès. Moi, si j'ai une question dans le moment, c'est que je pense, mais c'est un avis très personnel, je pense qu'on ne va pas s'en sortir en expliquant simplement qu'on est les meilleurs à gauche. Je crois qu'on ne va pas s'en sortir en expliquant qu'on est un peu dans la NUPES, mais quand même différent de Mélenchon et de la France insoumise. Voilà, je pense que ce n'est pas ça la question qui nous est posée d'abord. Je pense que la première question qui nous est posée, c'est de donner à voir et de définir le projet révolutionnaire du Parti communiste français et d'appeler les gens, en premier la classe ouvrière, mais les travailleurs dans leur ensemble et en gros tous ceux qu'on peut ranger dans les exploités, d'appeler tout cela à se retrousser les manches, parce qu'il faut quand même expliquer que ça se fera pas simplement en votant, par exemple. Hein, voilà. Donc, à se retrousser les manches et à mener ce combat qui est nécessaire pour la libération, enfin, d'abord pour reprendre le pouvoir au capitalisme et pour commencer à vivre un petit peu mieux et à relever la tête, mais aussi en gros pour l'avenir de l'humanité, quoi. Parce que là, en ce moment, on voit bien quand même que le capitalisme qui porte la guerre, comme la nuit et l'orage, on voit bien que là, on est en plein dedans quand même, quoi. Donc moi, il me semble que c'est cette question-là qui nous est posée et que de ce point de vue-là, le 39e congrès, parce que c'est quand même un petit peu ce qui nous préoccupe là, hein, pour les mois qui viennent, le 39e congrès, c'est pas un moment comment je pourrais dire, d'affiner, de préciser, d'arranger, de faire le compromis qui permette que tout se passe bien, surtout sans que ça brasse, même si je suis pas pour faire brasser pour rien, mais que ça doit être un moment de confrontation, certes dans la fraternité, mais de confrontation stratégique et d'avancée stratégique. Je pense même que ça peut être un tournant stratégique, le 39e congrès, qui n'a pas, le 38e était plus un début de réorientation stratégique, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à ça, et que pour une part, c'est là que se joue l'avenir du PCF. Parce que si on réduit l'avenir du PCF à notre place dans la gauche, à notre place dans les institutions, à l'alternative qu'on pourrait construire dans ce cadre-là, je pense que notre place, elle va rester petite. Voilà. Et que par contre, si on se pose la question d'un projet qui est vraiment un projet de transformation révolutionnaire de la France, et qu'on a le courage d'aller vers la population en lui parlant de ça, là, je pense que le Parti communiste peut avoir un avenir. Ça veut dire qu'il choisit, j'ai envie de dire, il choisit la cour dans laquelle il joue, quoi. Et la cour dans laquelle il joue, c'est pas celle des autres. C'est celle qui correspond à la vision qu'il a de l'avenir et de ses objectifs. Voilà un petit peu, moi, ce que je voulais dire suite au débat qu'on a eu, qui était très riche. Moi, je suis très attentif à tout ce qui a été dit dans les textes sur la question de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation comme quand même le nœud de la stratégie et de l'action du parti. Alors qu'aujourd'hui, l'organisation du parti n'est toujours pensée que comme un appendice. Il faut qu'on ait une organisation pour avoir du monde au meeting, pour aller chercher les électeurs, pour faire la fête de l'UMA. Et c'est vrai qu'il faut une organisation pour faire ça. Mais il n'y a pas cette idée que l'organisation du parti, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait vivre, dans tout ce qu'elle fait réfléchir, dans tout ce qu'elle construit, c'est aussi
finalement le cœur de notre stratégie, quoi. Et je pense que c'est très bien de le poser comme on l'a posé ce soir dans les textes, parce que on le met à un autre niveau. On le met à un autre niveau. Vous savez, c'est plus le dernier point du Congrès, l'organisation du parti. C'est toujours le dernier point du Congrès, cette affaire. Donc, voilà un petit peu. Et moi, je ne sais pas comment vont se passer les semaines qui viennent, mais franchement, j'aimerais bien qu'on ait un congrès où on puisse avoir des débats aussi vifs, mais pas agressifs, hein, mais aussi vifs, et avec toute la richesse qu'on avait ce soir, quoi. Et où on puisse sortir un petit peu des sentiers battus, de ce qu'on se répète depuis des mois, quoi. Vous savez, quand on fait des textes. Moi, j'ai participé quasiment à tous les textes qu'a fait le parti depuis le 38e. Je me suis fadé la conférence nationale sur les présidentielles et le texte de la conférence nationale sur les présidentielles. Je me suis fadé tous les textes au moment du Covid sur le projet, etc. Mais je les connais par cœur. D'ailleurs, c'est bien parce que maintenant, je les connais par cœur, hein. C'est bon. Mais voyez, ces textes ne sont pas des mauvais textes. Pour certains, il y en a même qui sont des bons textes. Mais je pense quand même que le Congrès, c'est peut-être un moment où dans la pertinence des questions, dans l'originalité de ces questions, on regarde la vie politique, hein, ce n'est pas l'originalité pour l'originalité, ça doit être un moment où on passe une étape et où peut-être on n'essaye pas de réécrire autrement ce qu'on a écrit depuis 3 ans, quoi. On va un peu plus loin. Voilà. Donc, voilà, moi, je m'arrête là. Hein. Sur l'orga, je rajoute pas ce qu'a commencé à dire Christophe. Puis, vous en avez beaucoup parlé. Merci aux intervenants, là, aux 3 intervenants du boulot qu'ils avaient fait, parce que c'était facile à écouter et c'était très compréhensible. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. La soirée a été longue et je pense qu'il y a quasiment personne qui a décroché. Un grand merci à chacun, à chacune. C'est super. Voilà. Et donc, cette vidéo, la vidéo des 3 interventions, pas les débats, mais les 3 interventions sera mise en ligne dans les temps prochains. Et la conclusion, j'imagine, si Marie-Christine m'y autorise, seront mises en ligne sur la chaîne Socialisme en débat. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, cette chaîne YouTube. Il y aura d'autres initiatives de Socialisme en débat, mais n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez normalement notre adresse mail pour aussi nous aider et aussi participer, proposer, que tout le monde s'en empare de ce machin-là. Enfin, c'est pas notre bébé, enfin aussi, mais qui grandisse et qui vit sa vie maintenant. Voilà. Et je voulais juste dire, lisez Lénine. Enfin voilà, ce livre. J'espère qu'on a réussi à démystifier la difficulté de Que faire. Il n'est pas très long. C'est pas le livre le plus dur de Lénine. Et surtout, je conseille à tout le monde, on aurait peut-être dû le dire, ce livre assez merveilleux d'Aurélien Aramini et de Florian Gulli, Introduction à la pensée de Lénine, qui est un bouquin qui est bien foutu, qui est simple à lire et que je conseille à tout le monde par 2 camarades du parti. Et il y avait d'ailleurs eu l'université permanente du parti qui avait fait une très bonne séance sur un autre texte de Lénine, sur le matérialisme chez Lénine, donc plutôt à partir du texte dont a parlé Geoffrey, empiriocriticisme, voilà, celui qu'il a écrit après avoir relu Hegel. Donc, je vous le conseille, c'est pas le livre qui est incompréhensible, mais la conférence. Donc, je le mets dans le chat, et on l'enverra à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont là, place au pot.